Bienvenue, c'est le Culture Mag, votre journal des arts, des spectacles et du lifestyle. Alors, quoi de neuf sur la scène arty? Eh bien, tout d'abord, le spectacle Rire en paix avec Ahmed Ahmed et Bob Alpert. Un duo américain composé d'un juif, un ex-rabbin réformé, et d'un musulman d'origine égyptienne. Ce tandem comique a entamé une tournée en Israël et à Ramallah. Le Culture Mag les a rencontrés. Dans ce journal, également, le message de Salif Keïta au public africain. Invité au festival de jazz du Kenya qui démarre cette semaine, le célèbre musicien a milité pour la cause des albinos en Afrique. Ils sont chassés, ils sont mutilés, ils sont pourchassés et assassinés. Et puis nous irons à Los Angeles vous montrer les images de la nouvelle exposition du vidéaste Marlon Briggs. Cet artiste américain, noir et gay, est né au Texas. Il interroge les notions de race et de sexualité avec constance et avec provoque. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Alors le spectacle Rire en paix avec Ahmed Ahmed et Mr Alpert a été l'attraction, en tout cas l'une des attractions de l'été en Israël et à Ramallah. Ahmed Ahmed, c'est le nom d'un Américain, un musulman d'origine égyptienne qui depuis 15 ans joue sur scène avec un juif, un rabbin réformé. Le duo fait l'unanimité dans le nord des États-Unis. Il s'est produit dans plusieurs villes et il a décidé de venir cet été en Israël ainsi qu'à Ramallah. Humour, dérision, bienveillance et coexistence. Daniel Campos avec Pazit Dank et David Gombin les ont rencontrés. You've been watching us for quite a while. You've probably noticed we are really kind of an odd pairing. Leur amitié a commencé en 1500 avant Jésus-Christ. Bob m'a kidnappé quand j'étais enfant, alors que je n'étais qu'un bébé. Dans un panier. Flottant le long de la rivière. J'ai cru que c'était Moïse. C'était notre 13e année ensemble, l'année de notre bar mitzvah. Bob Alpert, 70 ans, né dans le Vermont, et Ahmed Ahmed, 45 ans, né en Égypte, ne sont pas un duo d'humoristes ordinaires. Lui est un rabbin juif réformé, l'autre un musulman laïque. Cela ne les empêche pas d'amuser le public américain depuis près d'une décennie. Nous avons commencé à jouer ensemble car mon publiciste m'a dit que je devais me produire avec un autre comédien, que pour me faire connaître, je devrais peut-être faire un spectacle avec un comédien arabe. Je n'étais pas intéressé, sans rapport avec le côté juif, arabe de la chose. Je ne voulais pas travailler avec un autre comédien car les comédiens sont névrosés. Pour Ahmed, la proposition est arrivée à point nommé. J'avais un paquet de dates prévues dans des clubs de comédie avant le 11 septembre. Après, toutes mes prestations ont été annulées. Les propriétaires des clubs disaient que c'était peut-être dangereux et que personne ne viendrait voir un comédien arabe. Non, ça n'a rien de drôle, hein. Mon calendrier s'est retrouvé complètement vide. Ce duo d'un genre particulier a donc fait fructifier ces différences. C'est gratifiant à tellement de niveaux, au niveau spirituel, culturel, religieux et aussi financier. Le premier soir, on a fait un spectacle devant un public juif assez âgé. 75 à 80 juifs dans la salle. La plupart âgés de plus de 40 ans. Je suis monté sur scène, j'ai dit bonjour, je m'appelle Ahmed Ahmed, j'ai grandi en tant que musulman. Et puis j'ai dit bouh. Au début, les gens ont ri un peu. Aux États-Unis, ces deux comiques ont une fonction presque exutoire. Pour Ahmed, il s'agit de mettre en avant la liberté d'expression. Mais pour moi, la comédie doit être inconfortable. C'est la liberté d'expression. Les stand-up d'humoristes sont un peu une nouvelle plateforme pour l'humour au Moyen-Orient et dans le monde arabe. Pour Alpert, c'est autre chose. Un juif qui joue devant des musulmans, ça aide à briser la glace. Je me suis produit à un festival musulman à Toronto. Je suis monté sur scène et je me suis retrouvé seul face à 2000 musulmans, moi seul, avec mon micro sur pied. J'ai regardé le public et j'ai dit « Je me sens si étranger ici, si seul. Vous tous Canadiens et moi qui suis Américain. » Ahmed est né en Égypte et a grandi en Californie. Il a fait une apparition dans Rien que pour vos cheveux avec Adam Sandler et dans la série TV de TBS Sullivan & Son, produite par Vince Vaughn. Et c'est avec humour qu'il passe l'épreuve des aéroports.
If you don't know what the brown room is, it's the room where they detain Arabs and Muslims. There was a white guy with a tan in the brown room one time. No joke. I walked by. I'm like, are you even supposed to be in here, man? He's like, oh, I was in the sun for too long and got a bit of a cold. When I came through security, I coughed. They thought I was an Arab and they threw me in this room. Alper s'est lancé dans la comédie en 1986 après avoir travaillé 14 ans comme rabbin. Il a également un doctorat du séminaire théologique de Princeton. Ses blagues de prédilection tournent autour de la religion. In fact, years ago, there was a show on American TV called Kids Say the Darndest Things. And the host, Art Linkletter, would talk to children. And one time he saw a little boy looking really sad. He said, what's the matter? He said, well, my dog died. And Linkletter said, well, now your dog's in heaven. And the kid says, what does God want with a dead dog? À la fin de chacune des représentations de leur tournée intitulée Rire en paix, Ahmed et Alper terminent sur une note optimiste, affirmant que la paix est possible. Juifs et Arabes, Arabes et Juifs. Nous sommes convaincus que chacun d'entre nous peut penser ces mots s'il apprenait simplement à danser la gigue. À suivre le grand Salif Keïta en concert au Kenya et puis les dernières aventures économiques de Bob Dylan. Mais pour l'heure, direction Los Angeles avec Marlon Riggs, militant, gay, texan et noir. Créée pendant la période historique qui a vu la naissance de la crise du sida, Tongues United est une exposition nommée d'après l'œuvre cinématographique majeure du poète, artiste et activiste Marlon Riggs. Cette exposition présente une sélection d'œuvres de John Boscovich, Félix González Torres et bien d'autres encore faisant partie de la collection permanente du musée. Ces travaux sont accompagnés de l'exploration lyrique et très personnelle de l'identité noire gay aux États-Unis par Riggs. Les œuvres présentées explorent le désir, l'amour, la perte ou encore le deuil pour remettre en question et attirer l'attention sur la répression, l'expression et la déviation aussi bien politique que sexuelle. La pièce maîtresse du même nom que l'exposition est un long métrage qui regroupe à la fois des images documentaires et des images d'archives, des témoignages personnels de la danse, de la poésie et de la musique. Riggs aura produit 5 autres films avant de succomber à des complications liées au sida. Nous partons en Afrique avec le grand musicien malien Salif Keïta. Il est l'un des invités du festival de jazz Africacom qui démarre au Kenya cette semaine et il a profité de son passage pour lancer un fonds de soutien à la population albinos. En Afrique de l'Est, en particulier, les albinos sont victimes d'un trafic humain épouvantable. Ils sont mutilés, ils sont revendus pour des pratiques occultes. Tout est une question d'éducation, prône Salif Keïta. Les albinos naissent et grandissent comme tout le monde. C'est ce qu'il a dit lors d'une conférence de presse. On l'écoute. D'abord, si on me voit devant le micro en train de chanter, je crois que c'est déjà un impact pour les gens, pour savoir, pour dire que je ne suis pas un monstre. Je suis une personne entière, une personne normale comme toutes les personnes sont. Et que tous les albinos sont comme moi et qu'on a besoin d'amour. Voilà, Salif Keïta, l'un des invités vedettes du festival Safaricom qui démarre cette semaine au Kenya. L'on reparle maintenant de Bob Dylan avec cette question. Comment se fait-il que ce monument de mutisme médiatique fasse régulièrement les unes de la presse? Sa dernière actu, les paroles manuscrites de la chanson A Hard Rain's Gonna Fall vont être mises aux enchères à la fin du mois par Sotheby's Londres. C'est un texte écrit dans les années 60. Alors, qui décide de ce genre de vente? Est-ce que c'est lui? Où va l'argent? Pour info, la dernière vente d'un manuscrit de Bob Dylan s'était soldée à 2 millions de dollars il y a un an. Est-ce qu'un jour Bob jettera l'éponge? Eh bien, c'est la question.
On va parler cinéma maintenant. On vous l'a dit cette semaine, en Israël, la liste des films nominés aux Ophir, l'équivalent des Césars en France, est tombée. Un certain nombre de films vont faire parler d'eux à l'international. Et parmi ces films, il y a 10% My Child, 10% My Child, c'est le titre. Il est réalisé par Uri Bar-Or. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est une histoire assez touchante. C'est l'histoire d'un jeune réalisateur qui rencontre une femme et qui doit vivre avec la fille de cette jeune femme. Nous sommes très contents de vous avoir parce que, Uri, votre film vient d'être donc sélectionné. Qu'est-ce que ça vous fait ? Eh bien, je suis très heureux et très fier. On a commencé à travailler dessus il y a très longtemps. J'ai commencé à l'écrire en 2006 et on a commencé le tournage en 2011. Car c'est un film très indie avec un très faible budget. Donc ça a pris pas mal de temps. Et c'est pour ça que je suis content que les gens aiment le film et qu'il ait été sélectionné. Alors vous m'expliquiez hors antenne cette spécificité des Ophir, donc de vos Césars israéliens. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie de films indépendants et celui qui gagne, il va directement dans la catégorie des films qui vont peut-être gagner. Et celui qui va peut-être gagner, il risque d'aller aux Oscars, c'est ça ? C'est ça. Donc c'est pas mal. Peut-être que l'année prochaine, vous serez à Los Angeles, on ne sait pas. Peut-être. Ok, alors c'est bien, vous parlez français. Alors Uri, est-ce que c'est un film autobiographique ? Parce que l'histoire de votre film, 10% My Child, c'est l'histoire d'un jeune réalisateur qui essaye de faire un film et qui vit avec une femme, qui a une petite fille de 8 ans et c'est manifestement votre cas personnel. It's not a documentary. Ok, ce n'est pas un documentaire, mais c'est vrai que je suis en couple avec une femme qui a elle-même une petite fille. Donc c'est un domaine que je connais pas mal. Mais ce qui se passe dans le film, ça m'est arrivé personnellement dans ma vie. C'est une histoire, mais c'est influencé par des personne que je connais, par une relation que je connais bien, et c'est très important pour moi. Alors, vous avez auparavant réalisé des documentaires. C'est votre premier film de fiction. Vous avez fait des documentaires sur le sexe, sur la politique, sur l'amour, qui sont des sujets vraiment très importants, on va dire incontournables. Diriger une petite fille de 8 ans, c'est comment ? Eh bien, c'est un énorme défi, car vous savez, tout d'abord, ça a été un vrai challenge de la déceler, de trouver la bonne fillette qui puisse vraiment jouer dans ce genre de film. Elle s'appelle Yaeli Friedman. Yaeli Friedman, oui, c'est son nom. Et parfois, ce n'est pas si facile, parce que, rendez-vous compte, elle n'a que 8 ans. Donc parfois, ça ne lui dit pas de tourner, ou si elle ne se sent pas bien, elle ne veut pas. En plus, avec tous ces gens autour, avec une équipe de tournage de 30 personnes autour d'elle. Donc parfois ce n'est pas si facile et il faut se comporter non pas comme un réalisateur, mais plus comme un psy, il faut s'occuper d'elle. Mais elle était excellente et si professionnelle, elle connaissait tout le script par cœur. Une centaine de pages qu'elle connaissait à la perfection. J'allais la voir et je lui disais page 17 et elle connaissait le texte. C'était incroyable. Donc c'était un vrai plaisir de travailler avec elle et c'était sympa de travailler avec les deux, avec le type et la fillette. Et Uri Bar-Or, pourquoi passer donc de documentaires sur le sexe, la politique, l'amour, etc. à cette histoire-là précisément, cette relation complexe entre finalement un beau-père et une petite fille? À mon sens, je ressentis que j'ai connu ce genre de relation dans ma vie et tout d'abord, c'est extrêmement important pour moi. Mais j'ai aussi ressenti que d'habitude, dans le cinéma et dans la culture populaire, les beaux-parents sont toujours diabolisés. Ils sont méchants comme dans Cendrillon, elle veut empoisonner sa belle-fille, ou dans Boyhood, ils frappent carrément le gamin. Mais je me suis dit, dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça. Dans la vraie vie, ça peut être tout. Il peut y avoir de bonnes relations. C'est compliqué bien sûr, mais ça peut être très inspirant et plein d'émotions. Et je me suis dit, ok, je veux faire un film qui soit différent de ce que la représentation habituelle de ce genre de relation. Voilà pourquoi j'ai choisi ce sujet. Je pense que c'est un sujet peu abordé par le cinéma. D'ordinaire, c'est traité avec un angle différent, et je me suis dit que je veux me concentrer sur ça. Est-ce que cette petite fille a son papa et sa maman ou est-ce que c'est une petite fille de divorcée? Parce que la première scène, elle trouve sa mère, la première scène dans le film, elle trouve sa maman dans le lit avec son beau-père. En fait, le père n'est pas dans les parages. Ils ne sont pas encore divorcés lors de la première scène, mais il est à l'étranger. Et c'est comme ça qu'elle trouve ce type qui ont une aventure. Voilà, c'est ça dans la première scène. Et dans la vraie vie, comment elle a réagi, cette petite fille? Vous savez, de son point de vue, elle est très professionnelle. Donc... Du cinéma.
Oui, elle joue son rôle, vous savez. Elle rentre dans la peau du personnage, donc c'était très facile de travailler avec elle. Elle avait beaucoup de facilité à comprendre ce qui doit se passer et se mettre en situation. Et ses parents ne sont pas divorcés, donc... Vous êtes israélien et en Israël, vraiment, la question de qui est parent est importante. Je veux dire, c'est un pays qui autorise, la GPA, la gestation pour autrui, qui autorise des surrogates. Voilà pourquoi je vous posais cette question. Oui, je ne sais pas vraiment comment comparer la situation à d'autres pays à l'étranger. Mais pour moi, que ce soit un amour biologique ou un autre type d'amour, à mon avis, ce n'est pas le problème. Je voulais juste dire que l'amour par alliance ou le bel amour, ça n'existe pas. C'est d'ailleurs le slogan du film. Ça n'existe pas. Pour moi, l'amour peut venir des parents biologiques ou non biologiques. C'est ça l'important. For me, love can be with people who are biological parents or not, and that's the important thing for me. Merci beaucoup, Uri Baror. On souhaite beaucoup de chance à votre film. On espère qu'il sera qu'il va gagner aux Ophir. Merci. Merci beaucoup. Voilà une interview enregistrée avant le journal. Merci. À demain, même heure, juste après, c'est l'info sur i24 News.